enregistrer notre partie débat afin de continuer à découvrir les trésors cachés de l'Égypte. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ville ou d'un gouvernorat en Haute-Égypte. Il s'agit de Sohag. Et vraiment, moi, j'étais un peu étonnée quand on va parler de Sohag et qu'il existe des monuments à visiter là-bas. Mais bien sûr, M. Meghed Gobron, notre guide touristique, expert en tourisme et en ce qui concerne les trésors de l'Égypte, va nous révéler quoi faire et quoi visiter à Sohag. Alors, bienvenue à notre programme. Bonjour, bonjour Madame Anna, bonjour Monsieur Samah. Il semble que la ville de Sohag est une destination également pour ceux et celles qui aiment l'Égypte, qui aiment l'Égypte pharaonique, monumentale, et qu'il existe ou qu'elle abrite des monuments à visiter. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, c'est un gouvernorat très important au niveau historique, archéologique et touristique. Malheureusement, il est négligé touristiquement depuis assez longtemps. Mais il renferme des trésors archéologiques. Et peut-être en évoquant Sohag, nous allons essentiellement parler de 3 sites ou de 3 régions de Sohag à ce niveau-là. D'abord, situons le gouvernorat de Sohag. Il se situe à environ 500 km au sud du Caire. Il est bordé au nord par le gouvernorat d'Assiout et au sud par le gouvernorat de Kenna. Alors, il est clair que le site archéologiquement et touristiquement le plus important du gouvernorat de Sohag est Abydos. Ce site, je dirais, unique, car il abrite sans doute des plus beaux temples que nous a livré l'Égypte ancienne, peut-être méconnu de beaucoup, le temple de Séti Ier à Abydos, et qui est un chef-d'œuvre architectural. Alors, c'est Séti Ier qui a commencé la construction du temple, d'accord, à Abydos, et par la suite, il est décédé avant d'avoir l'achèvement, et c'est son fils Ramsès II qui a continué donc la construction du temple. Mais aujourd'hui, quand on visite le temple d'Abydos, ce sont les parties construites et décorées, surtout à l'époque de Séti Ier, qui sont les plus intéressantes. Car il faut dire que l'époque de Séti Ier est l'un des 2 summums artistiques qui furent atteints à l'époque du Nouvel Empire en Égypte ancienne et qui furent à l'époque d'Amenophis III sous la 18e dynastie et l'époque de Séti Ier sous la 19e dynastie. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, la plus belle, la plus complète, la plus intéressante des tombes de la vallée des rois est la tombe de Séti Ier, qui a été, j'en profite pour celles et ceux qui visiteraient Luxor, je quitte un petit peu Sohag, car exceptionnellement, la tombe de Séti Ier a été ouverte à la visite, donc dernièrement, pour encourager justement les visiteurs. Il y a des visiteurs qui peuvent venir en Égypte exprès, rien que pour visiter la tombe de Séti Ier en Égypte, dans la vallée des rois, donc sur la rive ouest de Luxor. Mais revenons donc au temple d'Abydos, et particulièrement, je n'ai rien contre Ramsès II, d'accord, mais la partie de Séti Ier est vraiment remarquable, non seulement au niveau de la finesse des reliefs, mais également au niveau de l'état de conservation des couleurs. Il n'y a que 2 sites en Égypte qui nous révèlent encore des couleurs sur les reliefs des temples. Les 2 temples d'Abou Simbel, le grand et le petit temple d'Abou Simbel, le temple de Ramsès II, le temple de Nefertari, et le temple d'Abydos, donc de la partie de Séti Ier particulièrement, et qui comporte encore un superbe état de conservation de couleurs. Il date depuis combien de temps ce temple? Donc c'est l'époque de Séti Ier, nous sommes aux alentours de la fin du XIVe, début du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Mais il faut dire que... Ça veut dire à peu près dans les 3300 ans, grosso modo, donc date de la construction de ce temple, mais qui fut construit seulement à l'emplacement d'un temple beaucoup plus ancien. Car il faut dire que le site d'Abydos, initialement, avait été le centre de culte d'un dieu appelé Khenchi Ementio, qui veut dire en égyptien ancien « celui des Occidentaux ». Et les Occidentaux, en Égypte ancienne, c'est-à-dire ceux de l'Occident, c'étaient les défunts, parce qu'ils étaient toujours enterrés sur la rive ouest du Nil, là où se couche le soleil, donc, est dû à l'assimilation qu'a fait l'Égyptien ancien entre le cycle de la vie humaine et le cycle de l'astre solaire. La rive est, là où se lève le soleil, était la rive de la vie,
où furent fondées les villes, les cités en Égypte ancienne, et la rive ouest, là où se couche le soleil, là où il meurt tous les jours, comme se l'imaginait l'Égyptien ancien, fut la rive des morts où furent aménagées les nécropoles majoritairement en Égypte ancienne. D'accord ? Donc le dieu initial et primitif d'Abydos fut Khenti et Mentio. Et plus tard, c'est Osiris qui va, au début, pas le remplacer, mais s'associer à lui. Les Égyptiens anciens avaient une habitude de ne jamais abandonner trop rapidement l'ancien pour le nouveau. Donc quand, selon la légende osiriaque, la tête d'Osiris fut retrouvée par Isis, son épouse, puisque le corps d'Osiris avait été dépecé par son frère Seth et qu'ils avaient éparpillé les fameux 14 morceaux du corps d'Osiris un petit peu partout en Égypte, la tête d'Osiris, selon la légende, avait été retrouvée à Abydos, et à partir de ceci, Abydos deviendra le centre de culte d'Osiris, mais qui sera au départ, quand on choisit le site d'Abydos pour être le centre de culte d'Osiris, sera appelé Osiris Khenti et Mentio, c'est-à-dire associé Osiris au dieu précédent qui était vénéré à Abydos, et peu à peu après, Khenti et Mentio va disparaître et ça demeurera le centre de culte du dieu Osiris. Et il faut dire que ce fut également un lieu de pèlerinage très important en Égypte ancienne, car normalement, toute personne en Égypte ancienne devait, de son vivant, visiter les deux centres de culte d'Osiris, celui du sud, qui était Abydos, et celui du nord, qui était Boussir Bana, dans le delta. D'accord ? Et si il n'avait eu le temps ou l'opportunité de le faire durant sa vie, c'est sa momie, avant son enterrement, qui allait s'orienter vers Abydos et Boussir Bana. Vous avez entendu l'information parlant de les villes appelées Aboussir ou Bossir. Oui. Ce sont une des villes où se trouvait un des morceaux, des 14 morceaux du corps d'Osiris. Il est clair que Boussir ou Aboussir est lié bien sûr au nom d'Osiris. Donc, et que beaucoup de sites, donc beaucoup de villes, de villages en Égypte portent ce nom, rattachant bien sûr ceci à la légende d'Osiris. Oui. Donc Temple d'Abydos, c'est le monument historiquement, archéologiquement, touristiquement le plus important du gouvernorat de Sorel. Juste derrière, il y a un temple qui avait été construit par Ramsès II, malheureusement très ruiné. Il n'en subsiste que les soubassements, 3 ou 4 assises, donc au-dessus du niveau du sol. Tout le reste a été récupéré au fil des siècles par des carriers qui utilisaient les blocs de pierre donc pour d'autres bâtiments, voilà. Mais même ces quelques assises qui subsistent du temple de Ramsès II sont très joliment décorées, elles aussi. Pas de la même qualité que celles de Séti Ier, donc je suis un peu partial, n'est-ce pas? Mais qui sont également très intéressantes à visiter. Ça, ce sont les deux monuments qu'on visite à Abydos. Après, il y a des sites alors très, très, très importants archéologiquement et historiquement parlant, mais qui ne sont pas encore ouverts à la visite. À proximité d'Abydos, environ à 3 km dans le désert, à l'ouest d'Abydos, il y a 3 sites. Il y a le site de El Gahab. El Gahab, ça veut dire les cruches. Et le nom du site veut dire la mer des cruches, parce qu'on y a retrouvé énormément de fragments de poterie brisée qu'on estime, figurez-vous, à 8 millions environ de poteries qui étaient des offrandes que ceux qui effectuaient le pèlerinage à Abydos présentaient en offrande à Osiris, justement. Okay. C'est pour ça que le site d'Abydos fut de tout temps fréquenté pour ses pèlerinages envers Osiris, donc, et ceux qui y allaient prenaient avec eux, bien sûr, une offrande, selon leurs moyens. Dont il disposait à offrir à Osiris en son lieu de culte. Et El Gahab, par ailleurs, a révélé alors les tombes des rois, tous les rois de la première dynastie, donc à partir de 3200 avant Jésus-Christ, c'est la première dynastie égyptienne, et les deux tombes des 2 derniers rois de la deuxième dynastie. Donc il y a les tombes de tous les rois de la première dynastie et les tombes des 2 derniers rois de la deuxième dynastie, plus, alors, il y a un autre, alors le site d'El Gahab est partagé en 2. Il y a le cimetière U et le cimetière B, d'accord, comme ils ont été appelés par les archéologues. Donc le cimetière B, c'est celui qui comprend
les tombes des rois de la première dynastie et les deux rois de la deuxième dynastie. Et le cimetière U accueille les tombes des rois de l'époque pré-dynastique, c'est-à-dire avant les premières dynasties, dont une de ces tombes du cimetière U a été identifiée à celle du roi Scorpion, qui est l'un des rois juste avant l'unification de l'Égypte par Ménès. Et il faut dire alors qu'à l'époque, quand l'Égypte était partagée en deux, le royaume de Basse-Égypte et le royaume de Haute-Égypte, avant l'unification par Ménès vers 3200 avant Jésus-Christ, la résidence des rois du Sud, d'accord, était non pas Abydos, mais un site ou une ville appelée Tini dans les textes égyptiens, et qui se situe sûrement dans un rayon d'une trentaine de kilomètres autour d'Abydos. Pourquoi? Car Abydos fut la nécropole de Tini. Et les nécropoles en Égypte ancienne ne furent jamais éloignées donc des villes ou des cités. Nous citions les vestiges de Tini, on ne les a pas encore retrouvés jusqu'à ce jour, mais les égyptologues entre deux villages à proximité d'Abydos, Berba et Gerga. Berba et Gerga, ça aussi entre les deux, que l'un des deux donc aurait correspondu aux vestiges de l'ancienne Tini. Ces noms ont des racines, je dirais, pharaoniques. Berba ou Gerga. Peut-être ça me semble un tout petit peu étrange pour le patrimoine de l'ère islamique ou de l'ère plus tard. Ces noms sont en Haute-Égypte et en Basse-Égypte également. Oui, il y a énormément de noms de villes, de sites dont l'origine étymologique remonte à l'époque égyptienne ancienne. Et c'est un peu mon dada de rechercher à chaque fois l'origine étymologique donc des noms de villes ou de sites. Donc la région d'Abydos fut également la région de résidence des rois du royaume du Sud. C'était tel que le valet des rois. Voilà, comme le roi Scorpion. Oui. Et d'ailleurs, les rois des deux premières dynasties vont maintenir Tini. Alors, Memphis commencera à être fondé dès la première dynastie, d'accord, mais ils seront entre Tini et Memphis. D'accord, donc Tini demeurera encore une résidence royale pendant les deux premières dynasties égyptiennes, toujours dans la région d'Abydos. Donc, oui, Abydos est très intéressant à découvrir, mais je crois qu'il y a également la région de Akhmim qui se trouve... Oui, alors nous allons parler d'Akhmim. Oui. Simplement, je termine les deux autres sites, donc à proximité d'Abydos. Donc, à part El Gahab, il y a Shonet El Zebib, qui accueille les vestiges de l'enclos funéraire en briques crues, figurez-vous, du roi Ra Sekhemwi, qui fut le dernier roi de la deuxième dynastie égyptienne. D'accord? Donc vers 2780 avant Jésus-Christ. Donc ces vestiges en briques crues de l'enclos funéraire de ce personnage donc, ont 49 d'existence aujourd'hui, et en briques crues, et ont résisté, et sont en très bon état de conservation. Bien sûr, c'est le sable qui les a recouverts pendant des millénaires, qui les a ainsi préservés et protégés. Et enfin, il y a le site de Kafoué Sultan, toujours dans le désert, donc à l'ouest d'Abydos, où on a retrouvé simplement les vestiges très très dégradés, très très ruinés d'un temple dédié à Osiris. D'accord, dont on ne peut même pas dater l'époque de construction, eu égard au fait que, comme je vous dis, ces vestiges, mais le temple principal dédié à Osiris, donc dans la région d'Abydos, était dans la région aujourd'hui de Kafr et Sultan. D'accord. Donc ça, ce sont les sites Abydos et les trois sous-sites qui sont reliés à Abydos. Akhmim, deuxième, je vous ai dit, on va parler de trois sites majeurs. Akhmim, donc, est à proximité de Sohag, donc sur la rive droite du Nil. Alors, Akhmim, d'abord, était le chef-lieu capitale, entre guillemets, du 9e nome d'Haute-Égypte. Vous savez que dès l'Ancien Empire, l'Égypte fut partagée en 42 provinces, ou nomes, comme on les appelle, un peu équivalentes au gouvernorat d'aujourd'hui, mais donc il y avait en Égypte ancienne 20 nomes pour la Basse-Égypte et 22 nomes pour la Haute-Égypte. Et Akhmim fut le chef-lieu du 9e nome de Haute-Égypte, et c'était le nome du dieu Min. Alors, qui est ce dieu Min? Le dieu Min fut le dieu de la fertilité et de la virilité masculine en Égypte ancienne. Et c'est un dieu, comme on l'appelle, dans un terme très technique, ityphalique, c'est-à-dire qu'il est toujours représenté avec le phallus dressé. Et
Alors, le centre de culte du dieu Min est la ville aujourd'hui de Coptos, Kreft, d'accord, entre Kena et Luxor. C'était le centre de culte du dieu Min, mais la région d'Achmim, donc, dont le nom ancien était Renchi Menu. Renchi Menu, dont fut dérivé Achmim, donc, avait choisi le dieu Min pour être son dieu local. Ce n'était pas, attention, le centre de culte du dieu Min, d'accord, le centre de culte était à Coptos, l'actuel Kreft, donc, mais le nome, le 9e nome de Haute-Égypte, avait choisi le dieu Min pour être son dieu préféré ou local. Et les Grecs, pour expliquer le nom de la ville à l'époque grecque, les Grecs, quand ils arrivent en Égypte, vont assimiler ou identifier le dieu égyptien Min à leur dieu Pan. D'accord? Et de ce fait, ils vont appeler la ville d'Achmim, où était vénéré le dieu Min, Panopolis, la ville de Pan. Quand, par exemple, je vous donne un autre exemple, la ville d'Ashmounen, d'accord, dans la région de Ménia, qui était le centre de culte du dieu Thoth, en Égypte ancienne. Les Grecs vont assimiler Thoth, égyptien, à leur dieu Hermès. Et donc, ils vont appeler Ashmounen Hermopolis, la ville d'Hermès, eu égard à leur identification donc, du dieu égyptien Thoth et à leur dieu Hermès. D'accord. Donc, ce fut Renchimenu en égyptien ancien, Achmim, tel qu'on la prononce aujourd'hui, Panopolis à l'époque grecque. Et alors, on y a retrouvé, il y a quelques décennies à peine, sans doute la plus belle statue féminine en Égypte ancienne. Une statue de 7 mètres de hauteur, représentant Mérit Amon, l'une des filles de Ramsès II. Et c'est une statue remarquable, sans doute l'une des plus belles, sinon la plus belle statue féminine jamais sculptée en Égypte ancienne, et qui nous a laissé supposer que Mérit Amon était peut-être grande prêtresse de Min, donc à Achmim, ou à Renchi Menu à l'époque. Donc. Et Mérit Amon, il faut dire, alors, j'ouvre une petite parenthèse, Mérit Amon, parce que je veux, par ce que je vais dire, contrer une calomnie qui a toujours touché l'Égypte ancienne. Mérit Amon fut la fille de Ramsès II et grande épouse royale après la mort de Néfertari. Vous savez que Néfertari était l'épouse royale de Ramsès II, d'accord? Mais elle vient à décéder du vivant de Ramsès II, d'accord? Et quand elle meurt, il fallait, en Égypte ancienne, que quelqu'un de la famille royale porte le titre de grande épouse royale, de First Lady, d'accord, de première dame du royaume. Et le titre, simplement le titre, va être attribué à Mérit Amon. Ce qui ne signifie aucunement, et c'est ça que je veux souligner, qu'elle épousa, comme certains le prétendent, son père Ramsès II, ou qu'il y eut une relation incestueuse entre les deux. Ce ne fut jamais le cas en Égypte ancienne, mais il faut comprendre que c'est simplement le titre de grande épouse royale qui était transmis à la fille aînée issue de la grande épouse royale lorsque celle-ci venait à décéder du vivant de son mari. D'accord? Voilà, donc pour clarifier les choses. Deuxième chose, il y a eu cette statue qui est peut-être le plus important vestige d'Achmim. Il y a eu 2 personnages très importants d'Égypte ancienne qui furent originaires d'Achmim. Il y a eu Ti, la reine Ti, épouse d'Amenophis III et mère d'Akhenaton. Et il y a eu Haï, le grand prêtre d'Amon, et qui succéda à Toutankhamon au trône de l'Égypte, qui fut lui aussi originaire d'Achmim. Justement, la statue qui a été découverte, elle se trouve où actuellement? Elle se trouve à Achmim, toujours, sur place, sur le même site où elle était. D'ailleurs, si un jour vous avez le bonheur d'aller à Achmim, donc il y a un grand trou, d'accord, en contrebas, parce que la statue a été découverte à un niveau de sol plus bas que le niveau du sol actuel. Et elle y est toujours exposée. Donc, elle avait été retrouvée couchée, mais elle a été redressée et elle est exposée toujours dans ce petit enclos, donc, pour celles et ceux qui visitent la ville d'Achmim. Donc, comme je vous dis, à part ça, ces 2 personnages donc célèbres de l'Égypte ancienne, la reine Ti et Haï, qui furent originaires d'Achmim. Et aujourd'hui,
aujourd'hui Ahmim, qui est célèbre pour ses châles colorés avec des fils de soie et qui sont portés par les élégantes comme vous, Madame Mona par exemple. Donc un petit peu partout. Je connais Ahmim, oui, pour cet artisanat vraiment Voilà, qui est voilà. très, je veux dire, apprécié non seulement par nous les Égyptiens et Égyptiennes, mais également connu dans tout le monde. Hein, exactement, par tout le exactement. monde. Oui. Voilà, donc ça c'est Ahmim. Et pour terminer un petit peu la vision d'ensemble de Sohag, il y a alors au niveau copto-chrétien, un monastère parmi les plus importants d'Égypte, le monastère blanc et le monastère rouge, donc, qui se trouvent donc à 5 km de Sohag et distants l'un de l'autre de 3 km. Donc, alors il y a le monastère blanc qui est dédié à Ambashnouda, d'accord, qui fut un ermite vers la deuxième moitié du 5e siècle de notre ère, donc, et l'église du monastère blanc est sans doute le monument chrétien le plus important de la Haute-Égypte. C'est une église datée justement du 5e siècle de notre ère et qui comporte encore des éléments de cette époque. Et à quelques distances de là, il y a le monastère rouge, et il a été ainsi appelé de par la couleur des briques qui en constituent l'enceinte extérieure, donc de couleur rougeâtre justement. Et lui, il a été dédié à Ambabshoy ou Sambeshoy, qui fut le plus ancien compagnon de Ambashnouda, du monastère blanc, et c'est à sa mémoire que fut dédié le monastère rouge, donc distant, comme je vous disais, de 3 km par rapport au monastère blanc, et à peu près de la même époque, donc du 5e siècle de notre ère, bien sûr, et qui constituent également, ces deux monastères, des lieux de pèlerinage jusqu'à ce jour, donc pour les communautés chrétiennes d'Égypte qui vont s'y rendre, et constituent peut-être le monastère blanc, le monastère rouge de Sohag, avec le Deir el-Mehalla et Deir el-Deronka du gouvernorat d'Assiout, donc tous les deux dans le gouvernorat d'Assiout, les plus importants monastères de Haute-Égypte. Voilà donc un petit résumé de tout ce que comprend cette région de Sohag. C'est comme si on a fait la visite virtuelle oui, de Sohag avec vous. Oui. Intéressant, je dirais, et un endroit vraiment à ne pas manquer. Il y a plein de, je dirais, de choses incontournables à visiter là-bas. Il y a, bien sûr, comme vous venez de mentionner, les couleurs du temple d'Abydos, là, c'est d'une beauté extrême et qui relate quand même le reste des monuments quand même. Parce que une fois que les couleurs se perdent au fil des années, le temple se dresse toujours, mais il perd quand même de son éclat. Bien là, sûr. c'est toujours avec ces couleurs, cette beauté extrême, et je dirais le caractère pharaonique au complet. Exactement. Et ce n'est qu'en visitant des temples comme Abydos ou les temples d'Abou Simbel, donc avec les vestiges de couleurs qu'ils comportent, qu'on peut s'imaginer, oser s'imaginer à peine l'aspect des autres temples qu'on visite tous et dont malheureusement les couleurs se sont estompées, mais en gardant en mémoire ce qu'on aurait vu à Abydos ou à Abou Simbel, on peut peut-être plus facilement s'imaginer ou oser s'imaginer ce que devait être l'éclat, la splendeur, donc la resplendissance de tous les autres temples égyptiens anciens. Oui. Alors, Monsieur Megued Goubron, vous êtes notre expert en ce qui concerne l'égyptologie. Mais on va dire amoureux simplement de l'Égypte. Oui, et ça se reflète à travers votre conversation avec vous. Oui. On vous remercie infiniment pour cette visite guidée de Sohag. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être qu'on aura l'occasion de parler d'autres régions méconnues et négligées d'Égypte par la suite. Certainement, certainement, chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention. Je tiens également à remercier ma collègue Mona. Et passez d'excellents moments sur Nile TV International. Au revoir.